Salut tout le monde. Moi, c'est William, je travaille pour LogMeIn. Vous avez vu Simon un petit peu plus tôt qui a présenté un peu c'est quoi LogMeIn. En étant partenaire, on avait comme une plage horaire pour faire un talk, si je comprends bien comment ça fonctionne. Simon il est venu me voir et il a dit « Tu travailles sur un projet le fun, tu pourrais peut-être aller présenter un peu c'est quoi. » Ma première proposition de projet, c'était comme un nom qui était comme long comme ça. Je pense que c'était quelque chose comme comment amener une app Android et iOS en production qui fait de la téléphonie en temps réel et tout, blablabla, blablabla. C'était super long. Les gars, ils ont dit tout bonnement, tu n'auras pas le temps de couvrir tout ça en 45 minutes, tu peux-tu trim down un peu? J'ai regardé un peu ce que j'avais comme contenu, puis je me demandais un peu qu'est-ce qui allait être intéressant. Je voulais juste faire un petit sondage un peu pour savoir, y a-t-il des gens dans la salle qui ont travaillé avec WebRTC au day-to-day? Y a-t-il des gens dans la salle qui font du VoIP au day-to-day? Y a-t-il des gens dans la salle qui font des applications mobiles? Yeah! OK. Cool. Ça risque d'être quand même intéressant parce que ça risque d'être du contenu qui est assez nouveau pour tout le monde. Je pense que la présentation a un bon niveau comme niveau d'introduction pour ça. C'est une présentation que j'ai montée en me disant, il y a 6 mois quand j'ai commencé le projet, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme présentation qui me donne un espèce de crash course sur le sujet puis que je peux commencer à aller coder puis démarrer ce projet-là. On y va comme ça. Donc, WebRTC, le premier des sujets. Ça ressemble à quoi WebRTC? En fait, c'est un projet qui a été open sourcé par Google en 2011. Puis depuis 2011, il y a comme plein d'itérations, plein de gros organismes qui ont travaillé là-dedans. IETF, W3C, qui ont fait plein de réunions, qui ont parlé, qui ont fait des preuves de concept d'implémentation. Puis en fait, au fil des itérations, ils sont arrivés avec un standard. Donc, WebRTC, c'est une suite de standards. Ça a fait d'autres choses par la suite aussi qui sont assez intéressantes, comme Alliance for Open Media, qui est comme plein de grosses business comme Amazon, Netflix, qui se mettent ensemble et qui arrivent à développer des codecs plus performants pour faire des choses par rapport au streaming de vidéos, pour faire du transcoding. C'est comme un effort plus global qu'une seule business, puis c'est important de souligner ça. Ça, c'est WebRTC. Ça, c'est comme c'est la façon, je pense, la plus simple de l'expliquer. C'est que c'est un paquet d'RFC. Pour les gens qui n'ont jamais ouvert un RFC, c'est assez très normatif, je pense, la façon que c'est écrit. C'est pas super le fun à lire nécessairement, mais tu as toute la bonne information, puis si c'est bien suivi, je pense que c'est les contrats probablement les plus clairs que tu peux avoir pour t'interfacer avec des gens. Quand tu arrives à faire une vingtaine d'RFC comme ça, ça permet d'avoir WebRTC de disponible sur comme plusieurs plateformes. Donc, tu peux avoir les browsers qui décident d'implémenter WebRTC, puis tu peux avoir aussi les plateformes natives qui font la même chose. Donc, WebRTC, c'est plusieurs choses. Ça l'inclut notamment d'aller chercher le media. WebRTC, ça veut dire Real-Time Communications. Je pense que c'est important de le définir. Une autre chose à mentionner, c'est qu'initialement, c'était seulement pour les browsers. Le but initial, c'était d'arriver à faire une communication avec un browser, de browser à browser, sans une installation de plugin additionnel à mettre sur ton browser. Puis par la suite, ça a évolué. Et une des composantes importantes là-dessus, c'est d'aller chercher le media stream, qui peut être de l'audio, du vidéo. Ça peut être du data aussi. Donc, on pourrait imaginer un service de streaming en WebRTC. Et ça peut être du data plus au niveau du data comme un state qui serait partagé pour un jeu temps réel sans nécessairement un service back-end. Donc, on pourrait avoir un state partagé de jeu entre deux browsers qui pourrait être fait avec du WebRTC. Donc, on a AKA Get User Media, qui est comme l'implémentation de browser, qui est comme un peu la plus facile à faire. Donc, le media, c'est une grosse composante du WebRTC, mais en tant que développeur, c'est un appel pour aller chercher le média. C'est super facile sur les browsers d'aller chercher la webcam, d'aller chercher le micro. Puis il faut noter que la seule permission que tu as besoin pour WebRTC, c'est quand ton browser te demande, par exemple, veux-tu accepter de partager ton micro puis ta vidéo? Puis dès que tu cliques oui,
On considère qu'on peut envoyer tout ça à n'importe qui. C'est un peu le concept de WebRTC. Donc, ils ont simplifié les permissions au plus simple. Donc, faites attention quand vous dites « j'accepte de partager mon vidéo », le WebRTC, lui, il peut décoller. Un media stream, ça, c'est comme un peu techniquement, ça ressemble à quoi? Donc, il va y avoir des morceaux là-dedans, il va y avoir différentes tracks. Puis, on peut appliquer des constraints à ce media stream-là pour un peu jouer sur le type de média, la résolution, le frame rate, puis des choses comme ça. D'autres exemples que je n'avais pas donnés, les sous-titres, par exemple, quand tu écoutes une télésérie Netflix, ça pourrait être un type de data qui serait envoyé avec un media stream. Un exemple, le plus simple, donc tu fais une petite preuve de concept WebRTC. La première étape, c'est d'aller chercher ton media stream. Ça ne veut pas dire que tu inities toute la connexion pour aller parler à un autre pair, mais tu peux voir ton contenu, tu peux l'afficher, tu as accès à ton stream. Donc, on pourrait s'imaginer un petit feature là, de pre-join pour un meeting, pour se repeigner là, avant que ça commence. Fait que ça serait on a juste besoin de ça pour implémenter ce feature-là. Donc, le but de WebRTC, c'est que le pair avec qui je vais communiquer va pouvoir voir mon vidéo. Fait qu'il faut comme un peu travailler de notre côté pour être capable d'envoyer ce stream-là de l'autre côté. Donc, le deuxième gros morceau, c'est la peer connection. Fait que la peer connection, c'est la composante, je dirais, qui est probablement la plus importante en tant que développeur de porter attention pour que le tout fonctionne bien. La peer connection, elle, a fait un paquet d'affaires. La peer connection, elle va s'occuper du codec. Donc, quand on parle de codec, on parle de compression, décompression du media stream. Si on parle d'audio, on va faire des références à Opus souvent. Si on parle de vidéo, ça va être complètement autre chose. Puis Alliance for Open Media, qu'on parlait un peu plus tôt, eux, leur objectif dans la vie, c'est de faire des meilleurs codecs vidéo qui sont royalty-free, donc que les développeurs peuvent utiliser par la suite. La Peer Connection, elle va s'occuper aussi de traverser les firewalls, traverser les NAT, traverser les relays. Elle va s'occuper de faire la sécurité aussi. Donc, il va y avoir un échange de clés qui va être fait de peer à peer. Puis, il va y avoir du bandwidth management qui va être fait au niveau de la peer connection. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est assez simple, c'est qu'on crée notre peer connection avec nos configurations, nos constraints, puis on va ajouter le media stream qu'on veut passer à la peer connection. L'autre bout que WebRTC définit là-dedans, c'est le RTC Session Description, référé souvent comme un SDP, qui est un peu la première interface que tu vas avoir pour communiquer avec ton autre pair, pour dire voici quel langage que je parle, qu'est-ce que je suis capable de décoder. C'est vraiment une espèce de description pour la session que tu vas vouloir envoyer de l'autre côté. Ce qui est particulier à dire là-dessus, c'est que le format est un peu spécial. Donc, si vous êtes habitué à travailler avec du JSON ou du XML ou n'importe quel format qui est un peu plus standard, le SDP, c'est assez particulier. Mais là-dedans, tu vas avoir l'information sur le network, tu vas avoir l'information sur le codec, le media, les différentes clés de sécurité que tu vas avoir. Donc, tu vas avoir deux paires, puis chacun des paires va avoir une SDP à générer. Donc, dans notre cas, on a notre media, on crée notre peer connection, puis on va aller créer notre offre pour un peu expliquer un peu les langues que tu es capable de parler, puis les façons que tu es capable de parler, puis qu'est-ce que tu t'attends aussi à recevoir. Là, j'ai ajouté du rouge dans la présentation. Ça veut dire que toute la partie signaling est comme exclue de WebRTC. Ça ne fait pas partie du RFC. Donc, tu es un peu libre d'implémenter le messaging protocol puis le mécanisme de messaging pour aller faire ton user discovery, pour aller trouver à qui est-ce que tu veux parler. Donc, tout ça, c'est en dehors de WebRTC. Le seul morceau du signaling, c'est que tu vas envoyer ton SDP de l'autre côté, dans le fond. Tu vas aller pigner ton peer pour y envoyer ce SDP-là. Donc, on a un cloud qui peut être un peu implémenté comme vous voulez. On pourrait s'imaginer un API REST pour aller créer notre offre pour l'envoyer à l'autre peer. Le peer, quand il la reçoit, il crée sa peer connection, il set le SDP que lui considère comme étant remote sur son SDP.
Il set comme étant la local description, la remote description. Ensuite, il crée sa local description, donc l'answer, puis il va la renvoyer de l'autre côté par un protocole quelconque pour que Will ait accès à ça dans ce cas-là. Et du moment que Will set la remote description dans sa peer connection, on a du media qui peut flower d'un peer à l'autre. Le media, dans ce cas-ci, c'est du SRTP, donc il y a un échange de clés qui se fait entre les deux peers. Donc, c'est la partie de la téléphonie, peut-être, qui est le plus secure. C'est la connexion WebRTC entre deux peers. Ça, c'est secure. C'est fait comme ça par Google. C'est comme ça que ça a été pensé. Le petit problème avec ça, c'est que ça a l'air facile comme ça, mais c'est une petite affaire plus compliquée que ça. Parce qu'on a parlé un petit peu de firewall puis de NAT tout à l'heure. Puis, juste pour faire peut-être un petit résumé de NAT, c'est quoi? Bien, il y a eu Internet, il y a eu IPv4, on a manqué d'adresses, des gens ont été créatifs pour placer des ordinateurs derrière des NAT, derrière des routeurs. Donc, tu n'as pas une IP publique pour ton peer normalement. Tu as un IP différente qu'il faut que tu aies un moyen comme d'aller chercher, puis c'est ça que Nat explique un petit peu. Donc, la réalité du schéma, en fait, c'est que les deux peers sont généralement derrière un genre de NAT, un genre de firewall qui est plus difficile d'établir une connexion d'un peer à l'autre. Donc, un autre buzzword, stun. Fait que stun, c'est un type de serveur qui est super lightweight, qui répond à une seule question. Quelle est mon adresse IP réelle pour que l'autre peer puisse se connecter à moi? Puis c'est cette information-là que je vais setter dans mon SDP. Quand je fais l'espèce de poutine d'aller parler à mon peer pour lui dire « Voici, c'est quoi mes informations sur mon network », c'est à l'aide du stun que je vais faire ça. Le stun, c'est l'implémentation le plus de base d'un serveur que tu peux avoir pour ça. C'est super cheap, c'est disponible gratuitement sur Internet. Google ont leur propre Google Stun Server que tu peux utiliser. Puis ça ressemble un peu à ça. Fait que tu vas chercher ton adresse, puis ensuite tu es capable d'avoir du media qui flow entre tes deux peers. Encore là, il y a un autre petit problème avec ça, c'est que il y a des routeurs, il y a des réseaux qui sont un peu plus restrictifs que d'autres, qui font en sorte que la configuration stun, elle ne fonctionnera pas pour rejoindre d'un peer à l'autre. Ça, c'est quand quelqu'un commence à faire du WebRTC, c'est la chose initiale à comprendre, c'est que tu ne mettras pas un tool WebRTC en prod si tu as juste un stun server. Tu vas pouvoir faire des hacks qui ne marcheront pas tout le temps pour faire du 464 XLAT discovery pour essayer un peu de faire de la conversion d'adresse IPv4, IPv6 pour trouver la personne. Mais souvent, la vraie façon de régler ce problème-là, c'est d'avoir un serveur qui coûte un petit peu plus cher, qui s'appelle un turn server. Le turn server, la particularité de ça, c'est qu'il va être plus cher à maintenir, en fait. Puis la raison derrière ça, c'est parce qu'il va maintenir une connexion pour chacun des appels en cours. Pour chacun des peers qui se connectent sur le turn server, il va falloir qu'on maintienne une connexion avec le serveur. Donc, dans ce cas-là, le peer de la peer connection devient le turn server. Donc, là, on se dit, bon, parfait, ça va juste nous coûter vraiment cher, mais on est une grosse business, on peut se le permettre, fait qu'on va juste acheter ça, puis ça va aller bien. Mais c'est quand même bien fait. Fait que normalement, la façon que ça fonctionne, c'est que le turn server va être configuré pour faire du stun aussi, puis il va essayer le stun qui est plus cheap à faire avant de maintenir la connexion sur son serveur pour faire du turn. Fait que, dit comme ça a l'air un peu facile, mais en fait, toute cette espèce d'algorithme pour aller essayer des routes, c'est un autre RFC qui est encore une fois un petit peu lourd à regarder et tout, mais c'est quelque chose qu'on va appeler le ICE. On va référer souvent en développeur comme étant la ICE Dance. Fait que c'est juste une petite danse qui arrive entre les deux peers, qui va aller gatherer les candidats potentiels pour établir une connexion. Puis ça va essayer là, directement d'utiliser une adresse IP publique au début. Ça ne fonctionne pas, on va essayer le stun. Ça ne fonctionne pas, on va essayer le turn. Ça va fonctionner, mais même si ça fonctionne, ça continue à faire des essais pour optimiser la connexion au maximum. Puis il y a des gens très intelligents qui ont travaillé sur ICE. Jusqu'à un certain point, on leur fait confiance que ça fonctionne et que ça optimise la connexion.
Puis quand tu vas avoir des problèmes de réseau, ICE va faire des retries un peu par lui-même, mais à un certain point, il va y avoir une failure dans le ICE. Puis là, il va falloir que tu fasses probablement un re-offer ou quelque chose pour remédier à ça. Mais WebRTC fait déjà une bonne partie de la reconnexion quand il y a des problèmes de réseau. Première partie, WebRTC. Deuxième partie, pour comme comprendre où est-ce qu'on s'en va, la voix sur IP, qui est un super gros sujet qu'on va essayer de rendre encore une fois un petit peu plus simple. Fait que la voix sur IP, il y a encore plusieurs buzzwords. VoIP, c'est facile. Tout le monde, quote unquote, sait de quoi qu'on parle. C'est de la téléphonie sur Internet. Un PBX, qui est un mot qui va probablement éventuellement peut-être disparaître, c'était une grosse composante physique que tu installais dans ton entreprise pour un Private Branch Exchange pour avoir des extensions sur des téléphones à l'intérieur de ta compagnie. Il fallait que tu aies littéralement une device physique, un gros frigidaire que tu installais dans un armoire. Puis avec les années, en fait, ils ont développé un genre de software PBX, fait qu'un logiciel pour faire un peu le même genre de travail. Puis il y a des compagnies qui sont nées de ça. Ils se sont dit, on va être des VoIP providers, puis on va juste donner ça as a service. Jive en est un exemple. Puis c'est ça. L'autre dernier petit buzzword que je voulais parler, c'est SIP. On va parler de SIP souvent. On n'ira pas dans le détail de SIP, mais retenez SIP comme étant un protocole de communication. C'est un protocole qui est assez chatty, qu'on dit, fait qu'il y a beaucoup de back and forth et ton logiciel de PBX. Mais c'est un protocole, c'est des codes d'erreur à la HTTP. C'est pas du HTTP, mais on va juste donner un petit parallèle avec ça. On va voir des exemples un peu plus loin. Donc, un schéma très, très, très simplifié de VoIP. On a un téléphone qui veut se registrer sur une plateforme VoIP. Donc, le téléphone va venir avec probablement un fichier de config à l'intérieur du téléphone. Puis, quand le client va le plugger dans son Voice VLAN, il va faire ses updates firmware, il va avoir des configs pour s'authentifier au VoIP provider. Puis, il va faire un mécanisme de register qui va arriver à toutes les 30 secondes ou à toutes les minutes pour dire « je suis là, je suis prêt à recevoir des appels ». Donc, c'est la façon très VoIP, très SIP d'avoir un téléphone available pour recevoir des calls. Fait que le téléphone est disponible. Donc, on va aller s'enregistrer à notre VoIP provider. Donc, là, les exemples SIP s'en viennent pour les gens qui ont hâte. C'est un peu comme ça qu'on fait un register. OK? Je voulais mettre l'exemple pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble du SIP, mais quand quelqu'un vous parle de SIP, n'ayez pas peur, c'est juste pour dire que le téléphone il sonne, le téléphone est ringing, il y a des answers, plein de codes comme ça, mais il y a vraiment une tralée de paquets de codes, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en téléphonie. Si on pousse un petit peu plus loin puis qu'on met un deuxième téléphone sur notre plateforme, les téléphones, en plus de se registrer puis dire qu'ils sont available pour faire des appels, on peut rejoindre un autre téléphone avec le téléphone A. Fait qu'Alice peut caller Bob finalement parce qu'ils ont chacun leur téléphone. La façon que ça va faire, ça va être encore du SIP pour générer l'appel et avoir une discussion avec la plateforme. Puis, au final, un coup qu'on a tout généré notre SIP, notre discussion, il va y avoir du media qui va flower encore d'un téléphone A jusqu'à la plateforme, jusqu'à un téléphone B. Donc, la plateforme, qui est notre PBX software, on va souvent le référer à un back-to-back user agent, juste parce que les médias sont connectés dessus. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'appeler ça, en fait. Donc, encore du SIP. Fait que ça ressemble juste à ça. On voit que le protocole est très chatty, puis il y a de l'optimisation éventuellement sur faire scaler une plateforme VoIP pour ne pas avoir tout ce noise-là jusqu'à ta plateforme. Autre petit twist, les gens s'attendent que quand ils achètent un VoIP provider, qu'ils puissent rejoindre leur grand-mère aussi, ce qui est connecté avec une hardline sur le téléphone public, qu'on réfère comme PSTN, Public Switch Telephone Network. Donc, la façon que le VoIP va arriver à connecter avec le PSTN, c'est qu'il va avoir un PSTN provider, qui est comme un peu un VoIP provider pour le PSTN. Puis le VoIP provider va aller dans chacune des configs de chacun des providers PSTN, puis il va aller s'enregistrer en disant « Regarde, à tel numéro de téléphone,
tu peux rejoindre mes machines qui sont à tel endroit. Et il va aller faire ça normalement dans plusieurs providers PSTN. Puis il va avoir du genre de routing, le fun un peu, du least cost routing qui va arriver quand tu vas créer un appel pour que l'appel il coûte moins cher over provider. Je pense que c'est l'introduction au VoIP la plus courte qu'on peut faire. Fait que là, on va essayer de mixer les deux ensemble. Donc, comment est-ce que WebRTC peut interagir avec une plateforme VoIP? Fait que si on se rappelle un peu dans l'histoire, Jive est arrivé en 2006. Puis WebRTC, bon, ça commence à être open source en 2011. Puis là, on commence à avoir des requêtes de clients qui disent, bien, ça serait le fun de pouvoir appeler, mais sans téléphone. Fait appeler d'un browser, par exemple. Donc, WebRTC va être utile dans ce scénario-là. Ce que tu peux faire pour interfacer WebRTC avec une plateforme VoIP, tu peux te faire dans ton signaling serveur, qui était l'espèce de nuage qu'on voyait dans le protocole plus tôt, on peut parler à ce nuage-là, on peut parler à notre signaling serveur de la façon qu'on veut. Puis lui, il va convertir n'importe quoi que tu lui donnes, que ce soit une REST API standard, que ce soit un WebSocket que tu décides de mettre en place. Il va convertir tes appels en SIP. Fait que lui, sa logique, ça va être ça comme ça. Puis il va registerer dans la plateforme. Puis là, on va avoir un téléphone logiciel. Donc, un téléphone physique, à chaque 30 secondes, minutes, il va se registrer sur la plateforme. Le signaling serveur pourrait faire un peu la même chose pour la plateforme. Tant que le WebSocket est en vie, je pourrais être registré sur la plateforme, par exemple. Tant que la page web est active, je peux être registré sur la plateforme et être prêt à recevoir des appels. Donc, même scénario un petit peu. On va finir par avoir le média qui va passer du back-to-back user agent jusqu'à notre client browser. Pour ce faire, on a un media server qu'on ajoute dans le décor ici, qui lui va faire, encore une fois, il y a plusieurs responsabilités. Encryption, décryption, parce qu'on passe de SRTP à RTP quand on tombe dans la plateforme VoIP, puis dans le PSTN aussi. Il va y avoir du transcoding qui va arriver parce que souvent, on va passer d'un codec Opus à un codec G711. Fait que, le codec change, fait qu'il faut qu'il y ait du transcoding qui arrive, il faut que ça soit temps réel. Donc, la composante Media Server, normalement, est très CPU intensive. Simon, dans sa présentation, a dit qu'il avait codé de quoi dans son sol en C. Bien, il travaillait sur ce bout-là, dans le fond, qui est un peu la recette qu'on a, nous, pour faire le transcoding de façon efficace. Donc, le Media Server, c'est lui qui est considéré comme étant le peer dans la peer connection entre ton browser et ton Media Server. On peut avoir le même scénario que quand on avait nos deux téléphones plus tôt, mais on peut avoir deux browsers qui s'appellent un à l'autre. Mais on peut avoir aussi des scénarios un petit peu plus funky. On peut avoir un téléphone dans un client Voice VLAN, on peut avoir un browser, puis on peut avoir quelqu'un sur le PSTN dans une espèce de three-way call. Puis normalement, ça fonctionnerait bien. La plateforme Astérix le permet, ou n'importe quelle plateforme qui est normalement open source à la base. Souvent, quand tu fais de la téléphonie, tu vas aller chercher Astérix, FreeSwitch ou une plateforme du genre. Et normalement, tu vas être capable d'avoir un three-way call. Si on pousse un petit peu plus loin et qu'on se dit, j'aimerais ça appliquer le même concept sur un téléphone mobile, là, c'est là que les choses, normalement, se complexifient une petite affaire. Donc, le problème du outgoing call, ça, c'est assez facile parce que, si on se rappelle, pour recevoir un appel d'un téléphone physique, il faut que tu ailles registrer à la plateforme. Pour recevoir un appel sur un browser, il faut que tu registres à la plateforme. Mais pour faire un appel, tu n'as pas nécessairement besoin d'être registré à la plateforme. Donc, tu peux comme un peu hacker ça. Fait que la partie outgoing call, normalement, est plus facile que incoming call. Donc, tu vas pouvoir faire ton signaling de ton téléphone cellulaire, signaling serveur, la poutine, ta peer connection, le data flow, et tu es capable d'avoir un appel. La partie qui est un peu plus le fun, c'est la partie pour aller enregistrer le téléphone sur la plateforme. J'ai pris l'exemple iOS parce qu'il est un petit peu plus restrictif et un petit peu plus complexe, quote-unquote, que l'exemple Android, parce qu'il y a des restrictions qui sont apportées à iOS pour que le téléphone ait une meilleure batterie, qu'il ait plus de performance et tout, sont un petit peu plus en avance sur les restrictions qu'ils peuvent faire pour des applications VoIP notamment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
prendre le téléphone, on va appliquer une authentification quelconque, normalement pour être authentifié au serveur VoIP. Ensuite, on va aller se registrer à APNS, qui est Apple Notification Service. Puis on va lui dire, moi, je vais recevoir des notifications de type VoIP. Les notifications de type VoIP sont comme un peu spéciales parce que quand tu reçois une notification VoIP, c'est une notification qui n'a pas un gros TTL. Fait que la notification n'a pas un gros time to live parce que quand tu as un incoming call, jusqu'à un certain point, ton téléphone arrête de sonner à un moment donné. Fait que ça ne ferait aucun sens de recevoir un appel plus tard. Et ça va être assez instantané aussi. Donc, c'est une très, très haute priorité. Puis en plus de ça, la notification VoIP, elle permet de réveiller ton application en background. Fait que c'est assez puissant ce que tu peux faire avec ce type de notification-là. Puis on va en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a des nouvelles restrictions avec iOS 13 qui sont assez le fun puis qui impactent les WhatsApp et les Messenger de ce monde. Donc, register à CallKit. Ensuite, on va aller faire pour les fans de crypto, on va aller générer des secrets parce que l'information qu'on va envoyer à APNS éventuellement, on ne veut pas que Apple sache les messages textes qui sont envoyés sur la plateforme VoIP, le VoIP provider. Donc, on veut que la communication entre le VoIP provider, le third-party notification et notre téléphone soit encryptée de bout en bout. Donc, on va générer des clés, on va les partager avec un notification service qui va être du point de vue de la plateforme VoIP. Et ensuite, on va pouvoir créer notre session, qui est en effet juste un register qu'on va faire d'un même point de vue qu'on faisait un register avec un téléphone. C'est juste que c'est un petit peu différent la façon que ça va fonctionner parce que ta session va être normalement pas seulement 30 secondes comme dans un téléphone normal, ça va être une session qui va être beaucoup plus longue, puis tu vas devoir la rafraîchir éventuellement. Fait que normalement, un coup que tu te registres de cette façon-là, la plateforme VoIP a un moyen d'aller communiquer au téléphone par le push notification. Donc, on peut faire le scénario de incoming call. On peut avoir ta grand-mère prend le téléphone, elle décide de t'appeler. Toi, tu es avec un voice provider, donc ça passe par un certain voice provider quelconque. Ça passe par le signaling serveur. Ça passe par le notification service qui il y a un channel avec des clés par rapport au user capable d'encrypter la notification. Quand on envoie la notification sur APNS, il n'y a pas de problème. On reçoit ça. La première chose qu'on fait, c'est qu'on la décrypte. Puis à partir de ce moment-là, on peut faire notre poutine pour faire notre signaling SIP, puis faire la connexion WebRTC pour avoir du media entre notre téléphone et la plateforme. Il manque une petite affaire ici qui est comme un petit peu spécial dans le cas mobile, c'est que vous êtes tous des utilisateurs mobiles. Je ne vous ferai pas lever la main parce que tout le monde a un téléphone. Les gens ont une expérience très drôle avec le téléphone. Ils s'attendent un peu à ce que ça soit la même expérience d'une application à l'autre. C'est tout le temps la même chose. Tu reçois un appel, tu réponds, oui, allô, puis l'espèce de protocole est assez bien défini. Donc, les gens qui créent des plateformes comme Apple, qui font iOS et Android, ils ont des services pour faire des appels. Donc, il y a une petite étape additionnelle ici qui est CallKit Connection Service, qui va être des API qui vont être donnés par les fabricants de téléphones pour être capable de bien interagir avec tout l'aspect téléphonie du téléphone. Donc, toi, tu peux faire des appels, mais tu peux recevoir un appel de WhatsApp, tu pourrais recevoir un appel de notre VoIP provider ici, tu pourrais recevoir un appel aussi de ta SIM card, puis le user a toujours le sentiment qu'il veut la même expérience. Donc, c'est CallKit et Connection Service répondent un peu à ça. Ça va gérer les emergency calls aussi. Puis ça va faire aussi du petit code bonbon, là, gérer les audio routes qui peuvent être un peu painful à faire. Une audio route, là, c'est juste tout le monde s'attend quand il utilise son téléphone puis qu'il branche son headset. La voix, elle change de place, là, et puis dans le speaker, par exemple. Quand tu connectes au Bluetooth, tu t'attends à ce que tu sois capable de rediriger par où le son sort. Bien, CallKit va en gérer beaucoup pour toi. Sur Android, par contre, il faut que tu fasses un petit peu plus de custom code pour ça, mais il va gérer des concerns comme ça. Des concerns que les gens
prennent par acquis que ça va fonctionner de cette façon-là. Même chose avec un proximity sensor. Tu reçois un appel, tu le mets près de ton oreille, l'écran turn off. Ben c'est la même chose. C'est juste des acquis. Puis ces API-là vont faire en sorte que l'expérience va être belle d'une application à l'autre. Donc, même scénario, on ajoute la petite étape avec le Register to Call Kit. Register to Call Kit, t'offre une interface, donc il faut que tu implémentes absolument toutes les fonctionnalités qu'il te donne. Fait que ça peut être un petit peu tannant si tu veux juste faire une preuve de concept, puis tu ne veux pas implémenter le add call, ben, iOS te force à implémenter ce genre de feature-là parce que sinon, le bouton qui te donne dans le UI, il servira comme à rien. Un exemple assez probablement concret, les gens qui ont des téléphones iOS, vous allez reconnaître ça probablement très, très rapidement, mais c'est l'exemple classique. Donc, il n'y a pas beaucoup de customisation que tu peux faire. Puis, si tu veux avoir des fonctionnalités additionnelles, tu vas avoir un bouton qui va rediriger vers ton app et tu vas pouvoir implémenter toutes les fonctionnalités que tu veux. Le petit bout qui devient le fun quand on parle d'iOS, c'est que la téléphonie sur les téléphones mobiles, elle a comme évolué. Si on parle à des gens qui faisaient des applications VoIP pré-iOS 10, tu avais un flag que tu mettais à on, tu disais que ton application était VoIP, puis elle pouvait rouler en background tout le temps. Ce qui semble logique parce que tu dois être registré sur ta plateforme pour recevoir des incoming calls, fait que il faut que ton app soit ouverte. Éventuellement, ça gruge la batterie de tout le monde, les consumers ne sont pas contents, on change l'API, puis on crée la VoIP Push Notification. La VoIP Push, quand tu la reçois, comme je disais, à bout de ton app, en background. Fait que le user n'a pas la notion que l'app est ouverte. Par contre, si tu vas cliquer sur ton app, elle va ouvrir instantanément parce qu'elle est déjà loadée en mémoire. iOS 13, ils disent encore une fois, c'est trop de permissions pour le développeur parce que les gens ont comme surutilisé la push notification de cette façon-là. Puis tu recevais comme toutes tes updates par là, puis ton app restait bootée probablement tout le temps sur ton téléphone de toute façon. Donc, ils ont dit, ouais, c'est un peu jambon, on va essayer de trouver une autre façon. Fait que là, ils sont arrivés avec l'ultime façon que quand tu reçois ce type de notification-là, tu es obligé de register à CallKit. Sinon, ton app, elle boot plus. Pas qu'elle boot plus, mais elle ne recevra plus de push notification de type VoIP. Donc, quand tu en reçois une, tu es obligé de la registrer comme un incoming call à ton téléphone. Puis le user va être prompté avec le incoming call qui arrive. Donc, si tu veux implémenter des features comme Do Not Disturb, tu ne peux plus les hacker client-side en recevant une push puis en disant « Ah, je suis dans une période que je ne peux pas être dérangé, je ne prompterai pas CallKit ». Tu ne peux plus faire ça. Fait que là, il faut que tu le fasses de façon intelligente, chose qui n'était pas comme enforcée avant. Fait que ça, c'est reconnu comme étant le coup de pelle d'en face de Apple vers Facebook, WhatsApp et un peu toutes les applications qui surutilisaient le VoIP push de Apple. Plusieurs pitfalls. On termine un petit peu là-dessus. Il y a quand même une couple de choses à dire là-dessus. On travaille avec des cellulaires. Donc, on a les réseaux, normalement, cellulaires. Puis de plus en plus qu'il y a des providers cellulaires, de plus en plus qu'il y en a qui font un peu ce qu'ils veulent avec leur réseau. Il y en a qui vont être des réseaux IPv4, il y en a qui vont être des réseaux IPv6. Puis ça peut causer des petits pépins des fois. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des gens ici qui ont eu des problèmes de genre bug parce que la personne sur son téléphone mobile, sur son provider T-Mobile aux États-Unis, qui est sur IPv6 only, ça arrive juste là-dessus. Ben ça, c'est commun quand tu développes des apps mobiles. Puis on n'a pas nécessairement le réflexe de développer pour IPv6 puis d'avoir notre plateforme qui est available autant IPv4 que IPv6. Donc là, on s'en sauve un petit peu avec WebRTC, avec le Turn Server. Mais la vraie solution, normalement, quand tu lis un peu sur comment vraiment supporter nativement l'IPv6, c'est que ça te prend des endpoints de ton application sur les deux Internets. Puis c'est la façon optimale que tu vas avoir les meilleurs résultats, mais tu peux t'en sauver quand même avec un Turn Server. Les autres considérations que les users ont, les users care pour leur batterie puis les CPU.
C'est un peu drôle comme ça, mais les gens aiment ça avoir une batterie qui dure longtemps. Fait que quand tu es dans un meeting puis qu'après une demi-heure, ça draine 20% de ta batterie, bien là, il faut que tu te poses des questions. Comment je fais pour optimiser ça? Puis il va y avoir comme plein de façons qui vont être disponibles pour vous pour optimiser ça. Tu peux changer le frame rate du media stream. Tu peux diminuer la qualité. Tu peux avoir des algorithmes fancy sur ton media server qui va faire des affaires vraiment cool comme envoyer moins de data quand que le background ne bouge pas. Fait que quelqu'un qui est monotone et qui ne bouge pas, ben, ça envoie moins de data sur le téléphone. Fait que c'est toutes des petites considérations qu'il faut penser. Parce que quand tu te mutes sur une application, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du data qui s'envoie quand même. Ça ne sera pas nécessairement du data de son parce que le microphone peut être muté comme il faut, mais il va y avoir une connexion puis un media stream qui va être établi pour l'audio. Donc, éventuellement, on va vouloir optimiser puis faire des pauses sur ces streams-là quand il y a des mutes. Un appel de téléphonie, une personne, tu n'auras pas beaucoup d'avantages de faire ça, mais quand tu tombes dans des meetings, quand tu tombes dans des meetings, puis tu as 30 personnes dans le meeting, puis là, ça va jusqu'à tu peux avoir 250 personnes dans un meeting, bien là, ça commence à valoir la peine un peu de pauser les streams que tu n'as pas de besoin quand la personne n'a pas sa webcam ou n'a pas ses micros. Fait que c'est des petites affaires un petit peu stupides à considérer. Network reliability, autre chose, quelqu'un qui est sur un téléphone a plus tendance à dire, voyons, le network est lent parce que tu es à la limite du Wi-Fi, tu vas killer ton Wi-Fi, tu vas tomber sur le 3G, le 4G, tu vas te promener en vélo, pas en vélo, mais en auto, puis tu veux toujours que ça fonctionne. Fait qu'il faut que tu t'assures que tu aies du bon feedback sur toutes ces conditions-là sur le téléphone, puis que ton téléphone recover, il faut que ton code recover de n'importe quel scénario qui peut arriver, de toutes les conditions Wi-Fi qui peuvent arriver, puis il faut que tu penses à des features, des fois aussi, que tu ne penses pas upfront, mais des fois, la couverture SIM peut être meilleure que la couverture 3G ou 4G, tout dépendant de t'es où. Donc, des fois, tu peux avoir des features aussi qui sont juste, prends cet appel-là, mais appelle-moi sur ma carte SIM avec tel numéro de téléphone pour non seulement basculer du Wi-Fi jusqu'au 3G, mais ensuite d'un 3G jusqu'à un réseau cellulaire standard. Fait que c'est des features qui vont être requis normalement, éventuellement, quand tu vas développer ce genre d'application-là. Puis, le dernier morceau que je voulais parler, c'est que WebRTC, c'est un standard. Donc, il ne plie pas nécessairement à chaque demande de tout le monde. Fait qu'il y a des considérations des fois natives qui peuvent arriver qui vont réagir un petit peu bizarrement sur iOS, par exemple. La façon de gérer le son sur iOS, tu as des audio interrupts qui peuvent arriver, qui disent grosso modo, là, ça dit attention, je vais avoir besoin de l'audio pour displayer une notification. Fait qu'ils sont gentils, ils t'avertissent d'avance. Puis là, il faut comme que tu cèdes l'audio pour la notif. Puis quand ils ont fini, ils te le redonnent. Fait qu'il faut que tu ailles le rechercher. C'est des trucs qui ne sont pas inclus dans WebRTC parce qu'ils considèrent que c'est pas dans le standard, c'est juste un concern qui touche seulement à iOS dans ce cas-là. Donc, des fois, tu vas avoir des petites modifications à les faire dans le code un petit peu plus deep pour gérer du genre de manual audio, des trucs que tu n'aurais pas besoin de faire normalement sur une plateforme standard à cause de des requirements comme ça. Fait que c'est quelque chose à prendre en note. Je suis déjà rendu aux questions, mais j'avais plein d'autres slides et plein d'autres contenus. Fait que je vais prendre 2 minutes, puis je vais juste vous parler un petit peu de quand on quitte la téléphonie et qu'on passe plus au vidéoconferencing. Juste parler rapidement au level d'architecture. Donc, quand tu fais un petit appel entre des peers, des fois, tu n'as pas besoin nécessairement d'un gros back-end pour supporter ça. Ça va relativement bien marcher. C'est ce qui justifie souvent que des Appear-In ou des tools comme ça de vidéoconferencing offrent un free tier de, mettons, 6 personnes et moins. C'est parce qu'ils n'auront pas besoin de grosses infra pour supporter la conférence. Donc, chacun des clients va recevoir tous les streams, toutes les feeds de tout le monde. Mais plus le call grossit en capacité, plus ça prend des solutions un petit peu plus adaptives qui normalement là, vont tomber dans des pricing tiers qui sont un petit peu plus qui vont être différents. Fait que,
classique architecture, tu pourrais élire quelqu'un avec le meilleur ordi pour dire on t'envoie tout le stream puis réenvoie-le à tout le monde. Ça fonctionne. C'est un genre de focus point, mais c'est pas idéal. Fait que souvent, dans des grosses plateformes qui supportent 256 users ou de quoi de même, tu vas avoir quelque chose qu'on va appeler un MCU, Multipoint Conferencing Unit. Fait que c'est du hardware qui est optimisé pour ramasser des streams puis aller les repitcher au monde. Fait que tout le monde va avoir le media server comme peer, puis va parler directement au media server. Donc, là, je tomberai aux questions officiellement. Évidemment, j'ai une question. Tu parlais du turn, j'ai peut-être manqué un bout, là, mais dans le fond, tu parlais du NAT et tout ça. Ça sonnait comme, mettons, moi, je suis chez nous, j'ai un routeur, faut que je fasse du NAT, faut que j'installe un turn server à quelque part sur mon routeur, ou c'est quoi exactement? Parce que c'est pas quelque chose que tu contrôles, toi, en tant que fournisseur de service. Exact. Fait que, dans le fond, là, dans la config de la Peer Connection, normalement, toi, tu contrôles le code client sur lequel tu vas avoir du WebRTC. Fait que tu vas lui donner une config, puis tu vas lui dire voici l'URL du stun server, par exemple. Fait qu'un network, normalement, chez vous, avec ton routeur, le stun, ça va marcher là, tempête. Fait que tu n'auras pas besoin d'un turn server. Mais là, tu arrives à ta job, puis là, il y a un gars IT qui fait ça temps plein, puis là, le routeur, là, il ne supporte pas grand-chose. Là. Fait que là, ça te prend un turn server, puis c'est là que tu en as besoin. Fait que normalement, quand tu as un tool payant, là, ça va être un turn server, c'est pas mal sûr. Puis ça va essayer le stun, si ça ne fonctionne pas, fallback sur turn. Puis normalement, ça marche dans pratiquement tous les cas, sauf si genre le routeur bloque UDP puis TCP aussi. Ben là, il n'y a plus beaucoup de fallback possible. Il n'y a pas grand-chose qui passe non plus. Oui, tu disais depuis iOS 13, c'est rendu compliqué faire, mettons, une feature comme Do Not Disturb parce que tu reçois le prompt instantanément. C'est quoi la stratégie que tu disais, il faut l'implémenter intelligemment maintenant? C'est-tu de passer ça du client au serveur? Exact. Ah, ok. Fait que l'intelligence là-dedans, c'est techniquement, Do Not Disturb. Puis là, on tombe plus dans product qu'engineering, mais tu sais, le behavior peut être différent d'un VoIP provider à un autre. Jive ou GoToConnect, pourquoi qu'on travaille, nous, c'est un téléphone de job. Fait que quelqu'un qui se met en Do Not Disturb, c'est qu'il part pour la fin de semaine. Donc, il ne met pas nécessairement son téléphone sur Do Not Disturb. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son application Jive sur Do Not Disturb, puis il s'attend à plus recevoir d'appels de travail la fin de semaine. Mais parce que si tu mets ton Do Not Disturb système, ça va fonctionner. Mais là, tu n'auras plus tes notifs Messenger de ta blonde qui te texte parce que tu es en retard pour souper. Tu n'en auras plus. Fait qu'il faut que tu le fasses back-end puis que tu ne reçoives plus la push. Présentement, on a comme un sursis jusqu'en avril 2020 pour si jamais tu fais des niaiseries avec les push VoIP. Mais à partir d'avril 2020, ils mettent la switch à off. Puis là, si tu fais des VoIP push qui ne se registrent pas à CallKit, ton app ne bootera plus en background jamais, fait que tu seras plus capable de recevoir d'appels, par exemple. C'est comme s'il te révoque le certificat de la possibilité d'utiliser ça. Pardon? Il te révoque la possibilité d'utiliser le Exact. En fait, c'est que l'app, eux autres, ils vont recevoir le push kit, puis ils vont dire cette app-là, on dirait que j'ai pas un compte 1 pour 1 de nombre que j'ai reçu versus ceux qui ont été reportés à CallKit. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui ne matche pas là-dessus, ils arrêtent de te donner l'opportunité de booter l'app en genre de background pour initier tes appels puis faire ce que tu as besoin de faire. Niaiseuse, dans GoToConnect, est-ce que vous supportez genre les pagers comme les mondes qui avaient ça dans le temps? C'est pas des téléphones, c'est comme un peu des SMS, j'imagine. Ouais, les Padgett, c'est ça. Tabarouette. Non, mais c'est parce que t'avais une slide avec l'historique, je veux juste Dans savoir. l'application mobile, on ne supporte pas le Padgett. Maintenant, est-ce que la plateforme Astérix le supporte? Peut-être. Si Simon est encore dans la salle, il pourrait sûrement répondre à cette question-là. Mais on a du SMS qui est prévu en Q4. SMS, MMS, mais il n'est pas encore dans l'app. C'est ça la question.